Le 12-14 Info Sud Radio. Le face-à-face des éditorialistes. Bienvenue si vous nous rejoignez dans le 12-14 Info Sud Radio et c'est l'heure du face-à-face des éditorialistes. Nous sommes ce mercredi avec Marc Fesneau, secrétaire général du MoDem, et Robin Rivaton, économiste, essayiste, auteur de La France est prête. Nous avons déjà changé aux éditions Belles Lettres. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. On va d'abord parler de l'agression de ces militaires à Nice. Hier après-midi, 3 militaires agressés au couteau. Ils ont pu quitter l'hôpital. On sait que le suspect, Moussa Koulibaly, qui est en garde à vue, était connu pour prosélytisme agressif, notamment dans une salle de sport, qu'il avait été refoulé il y a quelques jours de Turquie. Marc Fesneau, est-ce un manque de surveillance? Devait-on le neutraliser dès son retour en France? La difficulté de ce genre d'individus, c'est qu'on est face à des individus dont on suppose les intentions, mais tant qu'on n'est pas dans des faits avérés, c'est difficile d'agir d'un point de vue juridique. Alors il y a quand même quelque chose qui a fonctionné, c'est que les services français ont prévenu les services turcs de l'arrivée de ce ressortissant français et on l'a refoulé et renvoyé en France. Ça pose d'ailleurs, me semble-t-il, une question plus lourde, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ceux qui sont partis en Irak et en Syrie mener ce qu'ils appellent le djihad, parce qu'ils reviendront, pour ceux qui reviendront vivants. Et donc, ils sont citoyens français, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Et deuxièmement, quand on a des gens qui sont dans un processus de départ, comment on arrive à faire en sorte, en amont, de débrancher, si je peux dire, la façon qu'ils ont d'aborder le monde. Et donc, me semble-t-il, ça nous pose un problème au-delà de le mécanisme a-t-il bien fonctionné? Pour moi, il a pas mal fonctionné en l'occurrence. Le problème, c'est qu'après, comment on arrive à surveiller? On nous dit que c'est 1 millier, 2 milliers, 3 milliers d'individus, comment on arrive à surveiller? Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes dangereuses? Ils sont supposés dangereux, ils sont potentiellement dangereux, on sait qu'ils peuvent passer à l'acte, mais à quel moment on arrive à, par les voies judiciaires, à faire en sorte qu'ils ne puissent pas passer à l'acte? En tout cas, la surveillance doit être renforcée et ça prouve qu'on a besoin d'avoir un dispositif de sécurité très fort parce que s'il n'y avait pas eu les 3 militaires, on ne sait pas ce qu'aurait fait ce monsieur avec son couteau. Robin Rivaton, oui. Oui, je pense que le dispositif a plutôt bien fonctionné. Il faut quand même aussi saluer quand ça marche pas trop mal. C'est-à-dire que cette personne s'est radicalisée avec du prosélytisme agressif, c'est-à-dire qu'il n'a pas non plus fait une agression avant, il n'a pas eu donné des signes avant-coureurs très dangereux, il n'avait pas non plus acheté d'armes ni de munitions. Donc après, les forces de police ont fait leur maximum. Ils ont signalé aux autorités turques qu'ils l'ont refoulé à l'aéroport turc dans lequel il est arrivé. Il a été entendu par la DCRI quand il est revenu en France. Ils ont jugé que les signes qu'il y avait, son dossier qui était quand même relativement fin pour le coup, ne méritait pas le début d'une enquête. Et c'est normal, la DCRI doit se concentrer sur les individus les plus dangereux. Et on sait qu'il y en a des individus qui sont armés, qui préparent des plans beaucoup plus sérieux que celui-ci. Et donc, ils l'ont laissé il a eu une fiche, il était sous surveillance, mais pas une surveillance très, très forte. Et puis, il est passé à l'acte directement après. Effectivement, le fait qu'il n'a pas voulu agresser des militaires, on a tendance à dire qu'il a une agression de militaires. Il a voulu agresser, en fait, le lieu de culte juif qu'il y avait. Il a trouvé devant lui des militaires. Et puis, finalement, les militaires sont opposés à lui assez facilement puisqu'il n'était pas armé, lui-même il avait des couteaux, donc c'était pas, heureusement qu'il n'avait pas du matériel d'armes. Mais donc le renseignement français a plutôt fait du bon travail. Je veux dire, on n'est pas sur un individu qui était très lourdement armé, qui était très menaçant. Peut-on imaginer d'incarcérer ces personnes supposées dangereuses avant qu'elles passent à l'acte? C'est difficile, évidemment. C'est difficile d'un point de vue juridique d'incarcérer quelqu'un sur le... C'est comme vous prenez le cas d'un gangster ou de quelqu'un qui veut faire un vol à main armée, vous le surveillez, vous l'attrapez au moment où il part pour aller faire son acte. Oui, tant qu'il l'a dans la tête simplement et qu'il n'a pas bougé, c'est quand même difficile sur une idée de projet. J'ajoute un dernier mot quand même là-dessus pour moi qui est important, c'est qu'on est quand même là aussi sur des individus de même nature. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été fiché effectivement par la DCRI comme un individu potentiellement à surveiller. Et deuxièmement, c'est qu'il était quand même passé par toutes les cases de violence volontaire, outrage à agent. C'est quand même des gens qui étaient déjà des délinquants. Alors, de nombreux politiques disent aussi que on pourrait envisager pour les personnes qui sont parties se former au djihad en Syrie ou ailleurs, de les empêcher de revenir en France ou carrément de leur retirer la nationalité française. Est-ce que c'est envisageable ça, Robin Rivaton, par exemple? Alors je ne sais pas si cette personne avait une double nationalité, mais s'il a la seule nationalité française, on entend toujours sur le même problème. Il y a une grande partie de ces gens-là qui ont seulement la nationalité française. Donc on peut leur déchoir de leur nationalité française, ça ne change rien au fait qu'ils doivent rester sur le territoire national. Donc cette solution pseudo-juridique, purement juridique sur un problème qui est un problème, je dirais, d'ordre
physique, matérielle, elle répond qu'à certains cas très particuliers. Et déplacer le problème en le renvoyant dans un autre pays, je suis pas sûr que ça améliore forcément nos chances de sécurité, de sûreté pour nos citoyens. Donc je pense qu'il faut vraiment penser un peu au-delà de cette mesure un peu symbolique qui a la facilité d'exister, mais il faut penser à peu plus des choses à plus long terme. Là-dedans, il ne faut pas tomber dans la facilité, effectivement, je suis tout à fait d'accord. D'abord, il y a quand même un droit international qui est respecté, je crois, par tous les pays du monde. Quand vous avez quelqu'un qui a une seule nationalité, vous ne pouvez pas le déchoir de sa nationalité parce qu'il devient par nature apatride. Oui. Et donc vous êtes obligé de le garder sous votre nationalité, c'est interdit par les traités internationaux. Et je répète, tous les pays le respectent. Et donc il faut quand même qu'on ait une réflexion moins caricaturale que ça, parce que c'est facile de le dire et c'est impossible à faire. Donc il ne faut pas non plus décevoir les gens sur les capacités que nous avons. En revanche, que nous puissions judiciairement traiter des gens qui vont sur un territoire, quand bien même ça n'est pas le nôtre, pour aller commettre les actes qu'on a encore vus hier sur un pilote jordanien. C'est-à-dire qu'on puisse les traduire, par exemple, devant, je fais une suggestion, devant un tribunal pénal international pour crimes contre l'humanité ou autre. Oui, ça, c'est peut-être envisageable. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas, parce que le problème, c'est qu'ils vont commettre des crimes affreux en Irak, en Syrie, on sait comment procède Daesh et ses comparses, et quand ils reviennent en France, on les condamne pour quoi ? Pour rien. Or, ils ont commis sans doute des actes. Et peut-être qu'il y aurait un système judiciaire international qui pourrait traiter l'ensemble de ces islamistes qui gravitent. Donc ça serait une piste à l'international. Ce serait peut-être une réflexion à mener. Qu'on ne soit pas sans réponse judiciaire à des gens dont on sait qu'ils ont fait des actes dans leur surtout que ça touche tous les pays, puisque hier c'était un pilote jordanien, avant-hier c'était un japonais, etc. Donc effectivement, ça touche tous les pays. Oui, Robin. Après, la justice internationale répond à des circonstances très particulières sur lesquelles même ce qui se passe en Syrie ne rentre pas forcément dans le cadre de la justice internationale. Mais on a quand même des outils juridiques qui permettent de traiter ces gens-là. On a l'association de terroristes, dans le but association dans une organisation dans un but à viser terroriste. Donc on a certains types de méthodes dans notre pays qui existent pour pouvoir traiter ces individus du point de vue juridique. Je pense que la vraie question, c'est comment les attraper avant qu'ils ne repassent à l'acte sur le territoire. C'est la réponse juridique intervient dans un second temps. On a vraiment une réponse matérielle dans un premier temps qui est comment on met en place les moyens, comment on passe au-delà de cette protection. Parce qu'aujourd'hui, on a 11 000 militaires qui sont déployés sur le sol national. C'est bien, c'est une très bonne chose, je ne le nie pas. La question, c'est comment on va faire après. Parce qu'on peut laisser 6 mois, 12 mois, 18 mois. Au bout d'un moment, on va arrêter de les mettre. La Jordanie a réfléchi moins longtemps. On a tué leur pilote ce matin à 4h du matin. Ils ont tué 2 djihadistes qui étaient condamnés à mort. Effectivement, beaucoup de gens se demandent s'il ne faut pas une extrême rigueur face à des gens qui n'ont pas d'état d'âme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la réponse de la démocratie, ça ne peut pas être la loi du talion. Ouais. Voilà, je pense qu'on défend aussi la démocratie en défendant cette conception, même si elle est difficile à entendre. Je reconnais qu'elle est difficile à entendre. La Jordanie a la peine de mort, donc très bien. Mais cette espèce de réaction permanente de dire « tu me tues, je te tue », moi, je suis très sceptique sur cette façon d'opérer. On ne peut pas rentrer dans ce cycle de violence où on perd nos valeurs, et c'est ce que veulent faire passer les terroristes. Ils veulent nous faire entrer dans ce cycle pour qu'on y perde nous-mêmes notre âme, quelque part, notre âme démocratique et nos valeurs, qu'on impose des lois très, très restrictives sur les libertés, et au final, qu'on rentre dans une confrontation absolue sur leur terrain à eux, quand ils veulent nous amener sur leur terrain. Je pense qu'il ne faut absolument pas rentrer là-dedans. Il y a des moyens qui peuvent être très fermes. On a d'autres possibilités très fermes au-delà, bien avant la peine de mort. Il faut aussi réfléchir là-dessus. Alors, parlons maintenant du deuxième tour de la législative partielle dans le Doubs, dimanche prochain. Ni soutien au Front National, ni soutien au PS a décidé le bureau politique de l'UMP hier soir, contrairement à la position de Nicolas Sarkozy. C'est clairement un désaveu pour le président de l'UMP, Marc Fesneau. Je ne sais pas s'il faut le poser dans ces termes-là, parce que la question, ce n'est pas le désaveu, la question, c'est ce qui est sorti du bureau politique. Manifestement, il y a eu un débat assez sérieux, poussé. À la limite, tant mieux qu'il y a eu un débat assez sérieux et poussé. Le score est assez serré, puisque c'est 19 voix contre 22. C'est plutôt ça qui m'interpelle que de savoir, parce qu'effectivement, les éditorialistes, depuis ce matin, disent Nicolas Sarkozy n'a plus de prise sur son parti ou n'est plus le chef de son parti. Bon, ça, c'est les affaires internes de l'UMP. Ce qui est important, c'est la parole de l'UMP sur cette affaire du Front National. D'accord, mais il avait une position et le bureau politique n'a pas pris la même. Oui, enfin, si j'ai bien compris, il a mis 2 propositions sur la table et lui-même s'est abstenu. Oui, il n'a pas pris part au vote. Bon, même s'il avait manifestement, effectivement évolué et pris une position plus intermédiaire en disant jamais le Front National et après vous avez le choix. Bon, ça c'est vrai que pour lui peut-être c'est une affaire, mais c'est une querelle au sein de l'UMP qui ne date pas d'aujourd'hui et qui n'a pas été, à mon avis, réellement tranchée. Deuxième élément de réflexion, c'est la position elle-même. Je pense que la position qui a été prise par un certain nombre de responsables, Alain Juppé en tête, est une position qui est courageuse, parce que ce n'est pas forcément facile de dire ce qu'il a dit, compte tenu de là où il est. Mais en même temps, je crois qu'il n'y a pas d'autre position à tenir. 2 remarques là-dessus. Quand vous êtes dans un deuxième tour, vous n'êtes pas présent, votre formation politique, et la sensibilité que vous privilégiez n'est pas présente. Vous êtes obligé de faire un choix.
Quand vous êtes dans une élection présidentielle, au premier tour, vous choisissez, au deuxième tour, vous éliminez. Ouais. Et mettre le signe égal entre Front National et Parti Socialiste, je trouve que c'était extrêmement dangereux en termes de symbole et de valeur, parce qu'on est, nous, comme l'UMP dans l'opposition à la politique qui est menée par le gouvernement, mais enfin sur un certain nombre de valeurs, quand on entend en plus ce qu'a dit elle-même la candidate, parce qu'il faut aussi regarder les candidats, sur la question de la distinction des races et de la hiérarchie entre les races, je pense qu'à un moment on ne peut pas mettre un signe égal. Et donc, quand bien même ça ne fasse pas plaisir, on est obligé de procéder à un choix. Et moi je pensais hier aux électeurs de gauche qui n'avaient pas envie de voter Chirac en 2002, et qui malgré tout sont allés voter Chirac sur l'appel et la sollicitation, qui était bonne d'ailleurs, de Jacques Chirac à l'époque, et de tous ceux qui hier ont peut-être pris une position différente. Je connais des tas de gens au Parti Socialiste qui n'étaient pas ravis de prendre cette position, mais ils ont considéré que dans le choix qui leur était donné, ils ne pouvaient pas dire Nini. Parce que si vous allez dans ce choix-là, par exemple, on va avoir des régionales au mois de décembre, théoriquement, on aura peut-être Marine Le Pen candidate dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et on va dire Nini entre les deux tours si, par malheur, c'était le seul choix qui était proposé. Donc il y a quand même une réflexion de moyen terme et de long terme à porter qui, me semble-t-il, fait défaut aujourd'hui. Ouais, on a le sentiment que le sentiment de désespérance des Français aujourd'hui a quand même évolué depuis l'époque de Chirac. On sent que les Français sont perdus, ne savent plus à quel sein se vouer, effectivement. Et si on dit Nini, c'est justement parce que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, finalement, pour beaucoup de Français. En fait, les Français, ils ont dit ni et ni. Ils ont dit ni UMP au premier tour. Et après, l'UMP dit ni UMP, ni PS, ni Front National. Je pense qu'il faut peut-être faire autrement. 66% d'abstention, voilà, c'est ça. ça. Ils ont dit ni au parti politique. Quand même. Je pense que le message premier est quand même celui-ci à retenir. Le deuxième point, c'est que l'UMP prenne des positions diverses, finalement, ça reflète quelque chose. Ça reflète que les électeurs aujourd'hui se sentent beaucoup moins contraints, beaucoup plus libres dans leur choix. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a un sentiment de compétence de l'électeur par rapport à l'élu qui a beaucoup changé. Le rapport d'autorité qu'il pouvait y avoir n'existe plus. Ça aussi, il faut bien s'en rendre compte. Et l'électeur n'a pas du tout envie les consignes de vote sont complètement dépassées, ont un côté très suranné aujourd'hui. Donc je pense que le fait qu'un parti ait plusieurs opinions personnelles, parce qu'au final, c'est chacun des ténors politique qui exprime sa propre vision, son propre choix qu'il aurait fait dans ces circonstances-là. Le fait qu'il y ait plusieurs opinions est plutôt une bonne chose, montre que le parti a des reflets diverses idées. Je pense que la droite doit absolument sortir de ce petit jeu dans lequel l'enferme un peu l'éditorialisme, qui est la guerre des égos, donc l'un contre l'autre, l'un a perdu du pouvoir, l'autre en a gagné, il y a fait une erreur stratégique, une erreur politique. On tourne en rond avec ça. D'accord, mais ça fait vu de l'extérieur, ça fait cacophonie quand même. Non, mais on se concentre sur quelque chose, alors que la droite a l'objectif d'être une force d'opposition, de porter un programme d'opposition au gouvernement, puisqu'elle n'est pas d'accord avec la politique du gouvernement. Ça, elle le maintient à longueur de journée. Je pense qu'elle a plutôt raison. Mais elle doit porter un programme. Elle ne doit pas se battre pour savoir s'il faut donner des consignes de vote. Aujourd'hui, elle doit porter des idées. Et des idées, aujourd'hui, c'est ce qui manque, clairement. Il faut aussi le dire. On ne manque pas de personnes. Hein. Les débats sur les égos et les personnes, il y en a beaucoup. Les débats sur le programme qui a apporté, il n'y a pas grand-chose, puisque à part s'opposer à la loi Macron, qu'est-ce qu'il y a eu comme proposition ces 12 derniers mois? Pas grand-chose. Et donc c'est là où la droite doit aujourd'hui porter le fer. Que vous inspire le commentaire de Bruno Le Maire, député UMP, qui dit « Partout sur le terrain, c'est le même message, la mayonnaise Sarkozy ne prend pas ». Marc Fesneau. Je suis moins expert que Bruno Le Maire pour répondre à cette question. Parce que je suis moins en contact avec l'électorat UMP que lui, sans doute. En tout cas, je n'ai pas le sentiment. Je pense que Nicolas Sarkozy voulait revenir comme un recours dans son électorat et plus globalement, des échos que j'ai, parce que je suis sur le terrain quand même. Et par ailleurs, je pense que de ce point de vue-là, non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je ne sais pas si on peut parler de mayonnaise, on n'est pas dans des affaires de cuisine, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est rompu d'une certaine façon en termes de capacité à changer et à proposer une offre politique nouvelle. Je pense qu'il y a quelque chose qui est rompu et que donc c'est toute la difficulté de Nicolas Sarkozy. Et puis deuxièmement, moi je pense, d'ailleurs plusieurs de ses amis lui avaient déconseillé, le fait qu'il se soit remis à la tête d'un parti politique. Il a vécu hier ce que vivent tous les présidents de partis politiques, c'est-à-dire la difficulté à effectuer des synthèses et à essayer de faire converger des tempéraments et des profils différents. Et juste un mot sur ce qui vient d'être dit. Moi je trouve que dans les partis politiques, il y a un peu de débat, c'est pas gênant. C'est-à-dire qu'il faut quand même, vous allez au Parti Socialiste, il y a des débats, dans tous les partis politiques, il y a des débats sur les lignes stratégiques, sur des positions idéologiques. Moi, qu'à chaque fois on transforme tout débat, en cacophonie, je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'il faut respecter le débat. Après, on peut être en accord ou en désaccord avec les positions qui sont sorties. Mais qu'il y ait des débats dans les partis politiques,
Mais évidemment, Nicolas Sarkozy ne nous avait pas habitués à conduire comme ça l'UMP. En tout cas, c'est le message qui nous avait été renvoyé depuis un certain nombre d'années. Donc c'est vrai que sur le terrain, moi je ne sens pas en tout cas une volonté. Je ne suis pas sûr que Nicolas Sarkozy réponde à un besoin de changement et un besoin d'une autre offre politique ou d'un rassemblement qui soit d'une autre nature que celui qu'il avait opéré en particulier en 2012. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, il y a une désespérance de la part des Français et ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, ni personne n'arrive à redonner confiance aux Français qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont plus de pouvoir d'achat. C'est ça la réalité finalement pour eux. Les histoires politico-politiques, ça les intéresse. Bien sûr, aujourd'hui, il faut bien comprendre que la France est le pays d'Europe qui a le moins d'appétence à la politique, qui est le moins intéressé par la chose politique, tout simplement parce que les politiques ont beaucoup déçu. Et bon, ça, il faut quand même réussir à dire et à faire ce diagnostic. Alors pas à tous les niveaux, forcément à l'échelon local, il y a une plus grande confiance qui est exprimée envers les élus locaux ou vers les élus nationaux. Mais aujourd'hui, effectivement, la confiance envers l'État en général, et c'est le politique qui tient l'État quelque part, est quand même assez définitivement rompue. Par contre, là où je mets un bémol, c'est que la confiance entre les individus reste très forte. Et on le voit avec, par exemple, la marche du 11 janvier, il y a une très forte cohésion individuelle entre les individus, les Français entre eux. C'est envers l'État. De plus en plus forte. On a l'impression que les Français sont tellement en bas qu'ils sont prêts à serrer les coudes et à créer une grande alliance. Et puis l'être humain est fait d'idéal. Donc l'être humain rêve d'idéal et cet idéal-là, on a l'impression que les politiques n'arrivent pas à le saisir. N'arrivent pas et puis à le proposer aux Français. Même si le 11 janvier était exceptionnel quand même. Hein. Mais exceptionnel, mais on le voit tous les jours dans le renouveau de la vie associative, le renouveau des brocantes. Vous avez quelque chose qui a l'économie collaborative, donc ce mot nouveau qu'on a mis sur des phénomènes anciens, par exemple l'explosion des brocantes dans les villes et dans les villages, c'est quelque chose qui existe, qui est très forte. Il y a une très forte solidarité, une très forte cohésion. Et comme je dis, dans le couple État-nation, la nation va plutôt bien, c'est l'État qui va très mal. Et donc la confiance entre les individus est plutôt bonne, la confiance envers les autorités étatiques est très très faible. Et je pense qu'il y a une volonté des gens, pour rebondir là-dessus, de trouver du collectif. Ils recherchent du collectif au travers de ce que vous dites et puis d'autres. Parce qu'il y a de plus en plus d'isolement. On a l'impression que déjà les employeurs ne veulent plus employer. Donc beaucoup d'auto-entrepreneurs, beaucoup de gens qui travaillent dans leur coin, qui essayent de se débrouiller, etc. Donc c'est ça peut-être qui crée l'envie collective. Il y a un appel au collectif, il y a un appel à un projet qui soit un peu ambitieux et qui ne soit pas simplement la somme des individualités. Et pour le coup, les partis politiques ne savent pas répondre à ça. Parce que les partis politiques, ils sont encore aujourd'hui dans le débat majorité-opposition, droite-gauche. Et tant qu'on n'arrivera pas à sortir et à se dépassionner de ce débat-là pour dire oui, droite-gauche, ok, opposition, majorité, ok, parce qu'il en faut dans une démocratie. Mais en même temps, quels sont les grands caps qu'on peut se donner? Quelles sont les grandes lignes directrices qu'on peut se donner? Est-ce que là, il n'y a pas moyen de rassembler un certain nombre de Français qui auraient envie d'aller dans la même direction? Tant qu'on sera dans cette logique-là, moi je pense sur la circonscription du Doubs dont on parlait il y a 2 minutes, l'essentiel de la campagne du candidat UMP était de dire il faut pas que le Parti socialiste, il faut qu'il perde la majorité à l'Assemblée nationale. Ça peut pas être un projet politique, comprenez? Ça n'a pas parlé aux électeurs de la circonscription. Ils ont une majorité bon an mal an. Oui, Cyril, vous disiez? Ça n'a pas parlé aux électeurs de la circonscription. Mais parce que c'est pas un projet. C'est le seul projet. Peut pas être de dire je bats celui qui m'a battu. Ça peut pas être à une alternance, succès d'une alternance. L'objectif, c'est pas l'alternance, l'objectif, c'est le projet. C'est pourquoi l'alternance, à quoi ça sert? Mais c'est ce qu'on dit. En quoi on répond aux besoins des Français. Il n'y a pas cet idéal-là, il n'y a pas de vision, il n'y a pas. La chose numéro 1 à chef, c'est quoi? C'est d'avoir une vision. Donner un cap. De donner un cap. C'est le patron, c'est le capitaine du bateau. C'est ça que les gens cherchent. Et on n'a personne pour donner un cap. C'est je vais prendre ta place, je vais gagner, je vais machin. Un coup c'est toi, un coup c'est moi. Voilà. Et 66% d'abstention parce que les Français ne s'y retrouvent pas, non, Robin, un peu plus, puisque en fait, on prend jamais les non-inscrits dans les abstentionnistes. Donc, quand vous comptez qu'il y a 10% de non-inscrits dans ce pays, vous arrivez à 76 voire 80% d'abstention. C'est énorme. Donc, les chiffres sont quand même assez énormes, avec en plus des disparités selon les classes d'âge. Chez les jeunes, vous avez des taux encore qui sont 2 fois plus faibles que chez les plus de 65 ans. Donc, il y a des disparités très fortes. Et c'est très mauvais signe sur cette absence de vitalité démocratique. Trouve beaucoup ses causes quand même. C'est pas que les gens ne veuillent pas voter, c'est qu'aujourd'hui ils ne trouvent pas l'offre politique qu'ils souhaiteraient en face d'eux, effectivement. Donc en fait, on attend notre sauveur, on attend le héros qui va venir donner ce cap, peut-être un nouveau De Gaulle. Moi, je crois ni aux hommes ni aux femmes providentielles, puisque héros ou héros avec un héroïne. Mais je pense que le changement viendra de l'intérieur. Il y aura forcément il y aura un politique qui va finir par se rendre compte en proposant une vision qu'il va gagner en proposant cette vision.
l'adhésion parce que les gens sont très demandeurs et donc ça va venir de l'intérieur, je le pense vraiment. Marc Fesneau, Robin Rivaton, on s'arrête quelques instants, un peu de pub et puis le face-à-face revient après la pub. À tout de suite. Le 12-14 Info Sud Radio. Le face-à-face des éditorialistes. Avec nous aujourd'hui Marc Fesneau, secrétaire général du MoDem, et l'économiste Robin Rivaton pour commenter l'actualité dans le face-à-face des éditorialistes de Sud Radio. Parlons maintenant de cette pastille verte qui va faire son retour avant l'été. Annonce de Ségolène Royal, cette prime de 10 000 € avant l'été également pour l'achat d'un véhicule électrique en cas de remplacement d'un véhicule diesel. La transition énergétique, on y est, ça va devenir enfin concret pour les Français, Marc Fesneau? Si vous croyez qu'une pastille verte et 10 000 € sur une voiture électrique, ça va être une politique énergétique, vous êtes optimiste. Hein. J'attends la suite des mesures, pour tout vous dire. C'est Ségolène Royal qui le dit, hein, c'est pas Cyril Brioulet. Oui, Merci Isabelle. Non, mais c'était pas vous, évidemment. Mais, oui, j'ai compris. D'abord, la pastille verte, l'éternel retour. Hein. Oui. Il y a 10 ans ou 12 ans, on avait déjà inventé la pastille verte. Bon. 98. Okay, alors qui a capoté en 2003. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. Ouais. Il y a 12 ans, on nous avait dit on va faire une pastille verte et après on sélectionnera les voitures à l'entrée dans les jours de pollution. Enfin, moi je crois que d'abord on est sur du coercitif quand même au bout parce que on dit c'est pour mettre en valeur les véhicules les moins polluants. Oui, mais enfin au final c'est pour interdire aux véhicules les plus polluants de rentrer dans les villes. Alors d'abord sur les phénomènes de transition énergétique, puis là on mélange la pollution, les particules et les problèmes de transition énergétique, qui ne sont pas tout à fait les problèmes de même nature. Il y a une transition à opérer, en particulier sans doute une transition à opérer sur le diesel. Alors, après avoir donné un grand coup de volant pour le diesel, on est en train de donner un autre coup de volant contre le diesel. Tout ça est très bien, mais des fois qu'on ait un peu de continuité dans la politique publique, ça serait pas mal. Deuxième chose, je pense qu'il y a des mesures d'accompagnement, mais il faut se mettre face à la réalité des gens. On en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que les gens ils sont quand même dans des situations de précarité, y compris de précarité économique, qui font que la prime de 10 000 € quand vous avez un surcoût comme celui d'un véhicule électrique, je suis pas sûr que ça soit très incitatif. Donc on est plutôt sur les affaires de circulation et de voitures, sur des politiques de long terme. On peut pas dire qu'on n'est pas avancé dans les villes, hein. On peut pas dire qu'on n'est pas réduit quand même la présence de la voiture. Alors évidemment il y a des sauts peut-être à faire, me semble-t-il, mais quand même. Deuxième chose, je pense qu'il y a un sujet majeur si on est sur la transition énergétique, c'est le sujet d'économie d'énergie, parce que ça a un intérêt écologique, ça a un intérêt environnemental et ça a un intérêt économique. C'est-à-dire que vous vous y retrouvez. C'est-à-dire que l'investissement que fait le particulier ou l'entreprise ou autre pour améliorer sa performance énergétique ou faire évoluer son système de chauffage, il retrouve son investissement dans les années qui suivent. Et donc là, on a un intérêt de long terme, sans compter, mais mon voisin en parlera beaucoup mieux que moi, les effets induits en termes de développement économique et de filières qu'on peut développer. Donc c'est là-dessus qu'il faut axer pour qu'on ait des champions aussi dans ce domaine-là. L'autre jour, j'étais dans un tout petit village dans mon département avec un grand prestataire chinois qui arrive venant avec une envie assez débordante de prendre des marchés en termes d'économie d'énergie, en particulier sur l'éclairage public. C'est quand même pas possible. On a des grands opérateurs français. Il faut qu'on arrive, nous, à avoir une politique suffisamment évidente et suffisamment lisible pour que des grands opérateurs puissent réellement avoir une politique industrielle claire là-dessus. Quand je vois les revirements qu'on a eus, par exemple, sur le solaire, les revirements qu'on a eus sur l'éolien, en permanence, on donne des coups de volant à droite et à gauche, presque politiquement, d'une certaine façon, pour faire en sorte qu'on n'ait pas de filière. Les Allemands ont des filières énergétiques puissantes. Et on a besoin de monter ces filières-là, parce que c'est avec des filières économiques fortes qu'on arrivera aussi à amener cette transition énergétique. Alors Robin Rivaton, justement pour revenir aux voitures, on sait que les Français changent de voiture en moyenne tous les 8 ans. Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent et moins coercitif d'agir sur les fabricants de voitures ? Puisque si on change de voiture en moyenne tous les 8 ans, ça veut dire que dans 8 ans, le parc automobile sera renouvelé avec des voitures propres. Bien sûr. Effectivement, le problème de l'automobile, c'est qu'en fait, on manque clairement de cohérence. On a eu une politique économique qui a été de favoriser les voitures au diesel du fait du soutien à la filière automobile française qui était largement équipée en diesel. Donc la France est aujourd'hui l'un des pays européens et au pays au monde avec le plus fort taux de véhicules diesel dans son parc automobile, avec l'Espagne également. Donc la question, c'est est-ce que maintenant on veut aller à l'encontre de ce soutien économique, alors même que le gouvernement a investi dans un des deux constructeurs automobiles nationaux, en l'occurrence PSA. C'est un peu difficile. Encore une fois, on a des politiques écologiques pour le coup qui sont non cohérentes et qui sont pas suivies sur la durée. Et donc on mélange un peu tout. Là où en plus la ministre, je pense qu'elle fait une erreur, c'est vrai qu'elle mélange à la fois ce qui est
à la source, l'énergie, d'où vient l'énergie. Or, si on veut développer un parc de voitures électriques, on sait qu'il faut développer plus de centrales nucléaires derrière, parce que c'est le moyen de répondre à la surconsommation d'électricité qu'induit un parc de voitures électriques. Donc, il ne faut pas tout mélanger, et je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'on n'a pas de visibilité, on n'a pas d'indicateurs à long terme. Or, c'est des politiques qui sont à 20 ans, 30 ans, plusieurs décennies, voire à un demi-siècle. On voit bien que ce qu'ont fait les Allemands, bon, ça a été le même gouvernement, mais ça a été suivi en dépit des coalitions, des alliances avec les écologistes, des alliances avec les socialistes. Il n'y a pas eu de remise en cause des objectifs qui ont été fixés. Et notre vrai problème, c'est ce manque de cohérence qui est un vrai gros sujet qui nous pose problème. Et surtout, cette ambivalence du gouvernement qui n'arrive pas, du gouvernement, mais pas que de celui-ci en l'occurrence, mais qui n'arrive pas à trancher entre des choix écologiques très forts qui se feront au détriment de l'économie, parce qu'il y a quand des choix écologiques sont faits, ça perturbe l'organisation économique telle qu'elle a été dessinée il y a quelques années, et donc forcément ça a un effet récessif, ça va forcer à licencier des salariés de l'industrie automobile. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Quel arbitrage doit-il faire? Et là aujourd'hui, en n'énonçant pas l'arbitrage, en le cachant, on essaie de louvoyer entre les deux, on n'arrive évidemment pas à une position très stable. On voit quand même un changement de comportement des Français. En janvier, moins de 6 voitures neuves sur 10 vendues étaient diesel. C'est du jamais vu depuis 15 ans qu'on ait vendu aussi peu de voitures diesel. C'est quoi? C'est une prise de conscience des Français, ou justement ils se disent oh là là, peut-être que le diesel sera interdit un jour, moi je roulerai pas en diesel, je pourrais continuer à rouler? Tout à fait. C'est justement ça, c'est la bonne politique, c'est la théorie des incitations, c'est-à-dire qu'on envoie des signaux aux gens en leur disant voilà, on remonte progressivement le diesel, on va essayer d'aligner les taxes entre l'essence et le diesel. À long terme, on va plus taxer le diesel. Les moteurs essence ont fait aussi des progrès dans l'intervalle. Il y a la technologie vient aussi au secours de l'essence. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens changent leur comportement petit à petit. Et c'est ça, la vraie écologie, elle est là aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle vienne des gens eux-mêmes, qu'ils n'aient pas l'impression qu'on leur ait forcé la main, qu'on n'ait pas l'impression de leur avoir donné beaucoup de subventions, parce qu'on sait que quand on donne beaucoup de subventions dans un domaine, ça génère des effets d'opportunité et qu'à la fin, ça se traduit par des pertes économiques sèches. Le simple exemple de l'éolienne dans un pays où il y a peu de vent comme la France, c'est une hérésie. On peut développer une filière solaire dans notre pays, mettre des éoliennes dans un pays, on met des éoliennes au Danemark, on met pas des éoliennes en France. C'est totalement illogique. Il y a quand même des régions où il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup moins de vent en France, en tout cas au global, que dans beaucoup de pays du Nord, que des pays mais on peut faire du solaire dans notre pays. Enfin, donc il y a des choix qui n'ont pas été faits, des choix qui sont souvent guidés par les orientations politiques et qui finissent au final par déstabiliser les Français qui ne prennent pas leurs choix individuels. Robin Rivaton, Marc Fesneau, nouvelle pause dans le 12-14 Info Sud Radio et on revient dans quelques instants. Le 12-14 Info Sud Radio. Le face-à-face des éditorialistes. Avec nous aujourd'hui l'économiste Robin Rivaton, Marc Fesneau, secrétaire général du MoDem. On va parler sur Sud Radio maintenant de la tournée européenne d'Alexis Tsipras, le nouveau Premier ministre grec qui rencontre François Hollande aujourd'hui. Êtes-vous confiant, Robin Rivaton, dans sa capacité de conviction pour alléger la dette grecque ? Alors, moi, il m'a fait très peur pendant la première semaine, d'une part parce qu'il a surpris beaucoup de monde. On savait qu'on allait s'engager dans un bras de fer avec les autorités européennes. Mais il allait très loin dans la négociation très très rapidement. Donc, il a choisi déjà de s'allier avec un parti qui ne manque pas de susciter la controverse, puisque c'est un parti plutôt de droite nationaliste assez... Qui a des positions qui ne sont pas toujours très claires et évidentes. D'autre part, il a fait des menaces de sortie de l'euro, des menaces d'annulation de la dette, de défaut de la dette. Il s'est dit qu'il était prêt à aller rentrer au bras de fer très très loin. Donc il a suscité beaucoup d'inquiétudes très rapidement. On l'a vu, les bourses, les valeurs bancaires en Grèce ont très fortement chuté. Il y a eu une augmentation des dépôts des épargnants. Donc je pense qu'il a très mal joué cette première semaine. Aujourd'hui, il y a un message d'apaisement qui est quand même en redescendu. On voit qu'il y a des négociations beaucoup plus calmes qui sont arrivé. Est-ce qu'il va parvenir à ses objectifs? On obtiendra un accord, c'est sûr. La finalité, c'est d'obtenir un accord. Personne n'a intérêt à ce que quiconque renverse la table, et encore moins les Grecs, puisque les Grecs ne veulent pas sortir de l'euro, et je pense qu'aujourd'hui, pour eux, c'est pas forcément la meilleure solution de sortir. Donc, on va arriver à un accord. Il fait sa tournée des capitales. On va voir qu'au fur et à mesure de ces tournées, il va essayer d'aboutir à une position qui sera la position finale pour arriver la plus proche de la position finale en Allemagne et à Berlin auprès de la chancelière Merkel, qui est quand même l'opposant le plus dur en fait à cette renégociation de la dette. On va arriver à quelque chose, mais c'était étrange en tout cas cette première semaine où il a été très perturbant. Marc Fesneau? Je partage ce qui vient d'être dit. Drôle de semaine de démarrage, y compris pour l'économie grecque d'ailleurs, parce que les messages étaient un peu compliqués. On a deux choses dans le sujet, me semble-t-il. Il y a la dette passée. Partir du postulat que nous effacerions la dette, c'est d'envoyer un message, on parlait de message tout à l'heure, un message politique et économique qui serait à mon avis désastreux.
qu'on puisse poser les conditions du rééchelonnement de la dette. C'est vrai que la Grèce a pris beaucoup, alors il y avait une responsabilité des gouvernants grecs, depuis des dizaines d'années d'incurie budgétaire. Encore que les Français n'aient pas forcément de leçons à donner, mais nous n'étions pas dans cet étiage-là du tout. Que la Grèce ait eu besoin de faire des efforts, mais c'est vrai que les efforts qui ont été demandés aux Grecs sont des efforts extrêmement violents et on ne mesure pas à quel point l'effet d'austérité a été très violent chez eux, avec un effet récessif qui a quand même été assez fort. Donc l'idée de rééchelonner la dette grecque est une bonne idée. Mais de toute façon, le gouvernement Tsipras, il va être face à une autre difficulté, c'est qu'il a besoin d'argent aujourd'hui. Et donc, s'il commence à dire partout qu'il ne remboursera pas sa dette, qui va lui prêter? C'est-à-dire que c'est facile de tenir un discours sur le thème de « j'efface la dette, je ne paierai plus ». Alors ça, c'est pour le passé, on est content, on ne paye plus sa dette. Puis quand l'avenir arrive et que vous avez besoin tous les jours de centaines de millions ou de milliards d'euros, et que sur le marché, on vous dit « mais monsieur, je vous ai déjà prêté de l'argent, vous ne me l'avez pas remboursé ». Donc il sera bien obligé d'aller au compromis, même si là, il a fallu qu'il envoie des messages. Parce que c'est le malheur des campagnes électorales, c'est que parfois on va un peu loin dans les propositions pour gagner un électorat, facilement. Ça nous enseigne aussi que tous ceux qui font des œuvres de populisme et de démagogisme, à un moment, il faut se retrouver face à la table. Et donc, il va être obligé, face à cette réalité-là, de renégocier. Mais qu'on renégocie, je trouve que le message ne serait pas indécent vis-à-vis des Grecs et qu'on arrête de leur envoyer en permanence à la figure qu'ils ne font pas assez d'efforts, qu'il faut aller plus loin, parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont fait quand même. Énormément d'efforts, effectivement. Ouais. Quel rôle peut jouer François Hollande, justement, alors d'un côté, la Grèce qui veut alléger sa dette, de l'autre côté, Angela Merkel qui apparaît intraitable? Faut lui donner un rôle de trait d'union à la France serait peut-être un peu présomptueux, puisqu'au final, quand même, les Allemands ont quand même une bonne partie du destin de la Grèce et de la zone euro et de l'Union européenne entre leurs mains aujourd'hui. Donc, on arrivera à une position qui sera quand même très proche de la leur. Donc, croire que la France aura une capacité d'influence, c'est aujourd'hui se berner un peu, et surtout vu le propre état de nos finances publiques. Hein. Donc, on serait mal placé pour donner des leçons. On peut essayer de jouer plus ou moins en disant qu'on soutient un peu cette renégociation, mais on aura un impact qu'à la marge. Moi, ce qui m'intéresse quand même à voir, c'est que la semaine dernière, dimanche dernier, tout le monde était grec. Il y a tous les partis ont célébré la victoire de Tsipras. C'était quand même assez impressionnant d'avoir un tel consensus politique. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Aujourd'hui, quand même, on se rend compte effectivement que la bulle de populisme a plus ou moins éclaté et qu'il y a peu à grand monde qui est capable aujourd'hui, je crois qu'il y a le Front National qui a dit qu'il fallait quand même que les Grecs remboursent leur dette. Bah oui, on l'espère bien, et c'était pas la peine dans ce cas-là d'aller soutenir Mordus Mordicus, un candidat qui annonçait qu'il ne le ferait pas. Donc c'est aussi bien de montrer que tous les populistes qui en ont beaucoup profité aujourd'hui se retrouvent quand même un peu la tête dans le caniveau à moins faire les malins quand il s'agit de dire concrètement aux Grecs qu'il faut rembourser. Cela dit, on a déjà vu des dettes annulées. C'est possible. Alors ça c'est déjà fait et ça se fait régulièrement. Ça s'appelle le Club de Paris. Ça se réunit à Paris en plus. Donc les grands créanciers mondiaux de temps en temps vont annuler la dette de pays. C'est notamment des pays qui sont proches des pays qui sont ce qu'on appelle les anciens PMA, les pays les moins avancés, donc qui ont des graves problèmes sociaux bien pires que la Grèce pour le coup. Et c'est des pays dans lesquels la dette normalement a servi à quelque chose. Le problème de la Grèce, c'est qu'elle s'est endettée pendant de 2000, notamment de fin 95 à 2010. De manière à augmenter son niveau de vie de manière artificielle. Donc on peut dire qu'il y a eu de l'austérité, on peut dire ce qu'on veut, ça c'est sûr qu'il y a eu de l'austérité, ça a sans doute été très dur, mais pendant 15 ans, les Grecs se sont endettés pour augmenter artificiellement leur niveau de vie. Et c'est une très mauvaise chose, et il est nécessaire que ces comportements-là ne soient pas tolérés. Pour qu'on comprenne bien, c'est comme si un particulier prenait des crédits revolving, des crédits à consommation pendant toutes les années. Pour pouvoir aller en vacances, s'acheter des vêtements. Au bout d'un moment, soit le banquier vous ferme le crédit, le robinet, soit il vous dit et il faut rembourser. Très rapidement, on vous met sous tutelle. Voilà, oui. Ce qui s'est passé sous la Grèce, on les a mis sous tutelle d'une certaine manière aussi. Mais au bout d'un moment, il faut rembourser. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre voisin, qui est en l'occurrence le Portugal, l'Espagne ou l'Irlande, demandera que le même traitement de faveur lui soit orchestré. Il n'y a pas de raison qu'il soit fait pour un pays, pas pour les autres. Donc, il faut être très prudent sur l'idée qu'on effacerait tout, que ça s'est déjà fait. Oui, ça s'est déjà fait, mais ça coûtera 750 € par Français. Je ne pense pas personnellement qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où on peut se permettre ça. Donc voilà, il faut être quand même très clair. En tout cas, merci infiniment Marc Fesneau. Donc, je rappelle que vous êtes secrétaire général du MoDem, et merci à Robin Rivaton, économiste, essayiste et auteur.